il n'y a pas de trafic d'animaux sauvages en France sans la complicité de l'administration. Et bien souvent sans la complicité de hauts fonctionnaires. Je vais découvrir, quelques années plus tard, dans diverses affaires sur lesquelles j'ai travaillé, que le fonctionnaire en question qui me renvoie à la niche avec mon projet est un fonctionnaire qui arrive par l'intermédiaire d'une mutation disciplinaire. C'est un ancien du ministère de l'Agriculture, il a couvert un trafic de chiens, ni plus ni moins. Et pour avoir couvert ce trafic de chiens, il est muté dans une administration qu'on appelle secrétariat d'État à l'environnement, une sorte de placard où on va le mettre en attendant la fin de sa carrière. Et puis, sous l'ère Mitterrand, le secrétariat d'État à l'environnement devient un grand ministère régalien, ministère de l'écologie, et ce qui devait être une punition devient une promotion. Et on se retrouve avec ce fonctionnaire qui est à la tête de la gestion des parcs naturels, de la problématique des eaux, de la détention, de la chasse. Il est omniprésent, il est absolument partout, et tout au long de sa carrière, il va systématiquement, ce que moi j'appelle détricoter, la réglementation et tout le contexte réglementaire et législatif qui permettait de protéger les animaux de la captivité, du commerce et du trafic. C'est-à-dire qu'en gros, dans les années 90, il y a un contexte qui est à peu près assez sévère et qui va plutôt dans le sens de l'amélioration au fur et à mesure où les textes passent. Et depuis les années 90, on est redescendu à un niveau de permissivité qui est équivalent à celui des années 70. La dernière modification, elle date d'il y a 15 jours. C'est-à-dire qu'on a un lobby de la captivité qui souffle à l'oreille. Alors ce fonctionnaire est parti à la retraite en 2018, mais sa succession de fonctionnaires qu'il a formés et qui agissent exactement de la même façon ont une oreille attentive au lobby de la captivité pour une question que j'ignore. Est-ce que c'est par bêtise, est-ce que c'est par croyance, est-ce que c'est par intérêt? En tout cas, systématiquement, dès qu'on peut donner un coup de pouce pour favoriser la capture, y compris la capture en France et en Europe, c'était jusqu'à présent le suprême interdit. On ne détient pas de la faune européenne. Tout a été fait pour que ce soit possible, avec une complicité également du monde associatif qui a regardé se mettre en place tous ces textes-là sans jamais intervenir et sans jamais taper du poing sur la table, alors qu'ils en ont médiatiquement, techniquement, scientifiquement le pouvoir. Vous engagez un combat contre l'arrêté qui permet la commercialisation des oiseaux d'Europe, chose jusqu'à présent interdite en France. Vous considérez ce texte comme une légalisation ouvrant la porte au trafic? C'est ça. Et effectivement, en 2006, une modification réglementaire. Donc la différence entre le législatif et le réglementaire, c'est que le législatif est décidé par les parlementaires, donc on a une loi qui est votée à l'Assemblée, et dans 99% des cas, dans cette loi, il y a un texte qui dit qu'un arrêté précise les conditions d'application de la loi. La problématique, c'est que cet arrêté, il est écrit par des hauts fonctionnaires, qui, dans bien des cas, ont délégation de signature du ministre. Et la problématique, ce sont ces arrêtés-là. Et il y a un arrêté qui fixe la liste des espèces protégées sur le territoire français pour simplifier la quasi-totalité des oiseaux, à l'exception des espèces chassables, et à l'exception de la pie, la corneille et le jet, enfin, tous les autres, la détention est interdite. Le problème, c'est qu'il y a du commerce depuis longtemps, il y a du trafic depuis longtemps, et il y a des gens qui s'appellent des éleveurs, ou même parfois des zoos, qui détiennent de la faune européenne, et il y a un désir, alors de qui, ou du ministère, ou du lobby de la captivité, de faire en sorte que tout ça rentre dans les règles. Donc il y a un arrêté qui, en 2006, reprécise que ces animaux sont protégés, sauf. Voilà. Et ce sauf, en fait, on le trouve depuis 90. À chaque fois qu'il y a un texte, on met un sauf qui permet de donner des exemptions à l'application de la règle. Et là, le sauf, c'est sauf s'ils sont nés en captivité. La problématique, c'est que, à partir du moment où on autorise la commercialisation d'une espèce, et que dans d'autres cas, cette même espèce est interdite de capture, de transport, de commercialisation, il faut qu'on soit en capacité de déterminer à quel moment l'espèce est légale, en tout cas l'individu est légal, ou l'individu est illégal. Et ce texte-là reste très flou, donc on explique que si l'animal est bagué, c'est donc la preuve de sa naissance en captivité. Pour baguer un animal, un oiseau notamment, on le bague quand il est très jeune. Quand on a affaire à une espèce européenne, un oiseau très jeune, on le trouve dans la haie de son jardin. Donc on met une bague à un oiseau qu'on trouve dans la haie de son jardin et on en fait un oiseau légal alors que c'est un oiseau illégal. Et la problématique de ça, c'est qu'à partir de 2006, on va ouvrir la porte à la captivité pour les oiseaux européens. Ce qui était vraiment le suprême interdit. On ne met pas en captivité la faune européenne. Ce qui m'a vraiment fait rager, et je les ai alertés à cette époque-là, c'est qu'à chaque fois qu'un arrêté va sortir, le ministère fait ce qu'on appelle une consultation publique, et surtout convoque une commission paritaire qui s'appelle la commission une pour la faune sauvage captive et puis le CNPN, la Commission nationale de protection de la nature, où des experts siègent à cette commission et sont censés dire au ministère là non pardon, c'est pas possible, ou là oui ok ça ne pose pas de problème. Tous ces experts laissent passer sans aucun problème un texte comme celui-là.
C'est-à-dire qu'on est à une période où le texte fondateur de la protection de la nature en France, c'est 1976, 10 juillet 1976. En juillet 2026, on est quand même à une date anniversaire, l'ensemble du monde associatif, les plus grosses associations de protection de la nature, laissent passer le texte qui va ouvrir la porte au trafic. J'ai eu beau alerter, gueuler, comme aurait dit l'autre dans Kaamelott, j'aurais pu gueuler dans le cul d'un poney, ça n'aurait pas changé la chose. C'est-à-dire que tout le monde a laissé passer ce texte comme si de rien n'était. Et aujourd'hui, on a des structures comme la LPO qui nous dit, dans sa dernière campagne, j'allais dire de communication, le thème de la campagne, c'est la nature en deuil. Mais bien sûr, elle est en deuil, mais elle n'est pas en deuil en 2025, elle est en deuil depuis 2006, depuis que ces structures ont complètement lâché la vigilance. Pour quelle raison, j'ai jamais réussi à savoir. Est-ce que c'est une problématique d'orgueil, une problématique de compétence, une problématique de complicité? Je ne sais pas, toujours est-il que le résultat est le même. La faune sauvage européenne a été bradée au profit de l'industrie de la captivité par des associations qui ont fermé les yeux, pour diverses raisons, et qui fait qu'aujourd'hui, vous retrouvez à peu près toute la faune européenne possible en captivité, et en général de façon illégale, et blanchie. Il y a une très grosse affaire qui va arriver devant les tribunaux en janvier, qui repose là-dessus, où on a carrément un ornithologue de renom, qui a eu la bonne idée de mourir juste avant le procès, un expert du muséum, je mets des guillemets à expert, en fait un bagueur du muséum, qui lui carrément prélevait dans les nids et fournissait les os, et ensuite divers éleveurs et autres, et par le truchement de certaines opérations de blanchiment, font d'un animal illégal un animal légal. À chaque fois qu'un texte sort du ministère, un texte réglementaire, donc un arrêté sort pour régulariser ou normaliser la détention, à chaque fois, il y a une supercherie. Et en 2016, ils nous en ont fait une autre, et là, ils viennent de nous en faire une en 2018. La problématique de la commercialisation de la faune européenne, notamment, il faut être en permanence en capacité de dissocier le droit du délit. Et il y a des éleveurs, ou en tout cas un syndicat, ou des gens puissants de la captivité qui disent « Ah oui, mais des fois, mettre des bagues, c'est compliqué, ah, puis mettre des puces, c'est compliqué, il faudrait qu'on puisse identifier les animaux par photo. » C'est-à-dire que là, le ministère a fait passer un texte qui dit que si on ne peut pas baguer l'oiseau, il faudrait qu'on m'explique pourquoi on ne peut pas. Si on ne peut pas lui mettre une puce, il faudrait qu'on m'explique pourquoi on ne peut pas. Il n'y a qu'à faire une identification par photo. C'est-à-dire qu'on est en train de m'expliquer qu'un rouge-gorge adulte et un autre rouge-gorge adulte, sur simple photo, on serait en capacité de dissocier qui est qui. On vient de récupérer ce matin la réponse du Muséum d'histoire naturelle, 7, impossible. Et pourtant, ce même muséum et ces mêmes experts siègent dans les fameuses commissions qui ont laissé passer ce texte, sans rien dire. Et la LPO qui pigne parce que la nature est en deuil, qui siège dans ces commissions, a laissé passer le texte comme si de rien n'était. Et alors ça, pour le coup, pour moi, je ne sais pas comment ça se passe. Je ne sais pas ce qui se passe chez eux. Est-ce qu'ils sont à ce point emberlificotés dans des problématiques administrativo-financières? Est-ce qu'il y a tellement de nature à sauver qu'on en oublie le reste? Pourquoi est-ce qu'on n'écoute pas les experts qui tirent la sonnette d'alarme en disant « mais vous avez le pouvoir d'intervenir » Parce que c'est très clair, Bougrain-Dubourg, il tape du poing sur la table, il demande un rendez-vous au ministère, il l'obtient. Et là, pour le coup, on passe d'une décision administrative à une décision politique, et on a jugulé le problème une bonne fois pour toutes. Mais comme la captivité et la protection de la nature sont de plus en plus intrinsèquement liées, on ne va pas non plus trop tirer sur les alliés. Donc est-ce que c'est pour ça qu'on ferme les yeux et qu'on laisse passer des textes? Je ne sais pas. Toujours est-il que le résultat, c'est qu'on se retrouve avec une réglementation qui est quasiment la plus permissive d'Europe et qui a, de longue date, ouvert la porte au trafic. Pouvez-vous nous rappeler l'affaire qui va s'ouvrir en janvier 2026 ? C'est un zoo qui se trouve dans les Pyrénées, qui est spécialisé dans la faune européenne. C'est sans doute un des rares zoos spécialisés dans la faune européenne, donc qui a des ours, des marmottes, etc. Et puis qui a des oiseaux marins, qui a des oiseaux européens, des huppes, des rôliers, des guêpiers, qui sont des animaux, c'est très clair. Le potentiel captif reproducteur n'existe pas. Donc si vous en voulez, ils viennent forcément de la nature. D'ailleurs, un des mis en cause, c'est son argument. C'est de dire, bah oui, mais nous, on veut ces animaux, on en a besoin pour la présentation publique, mais il n'y a pas le cheptel captif. Et quand en 2018, le texte qui est aujourd'hui le seul texte en application sur les conditions de détention passe, je fais un document où, espèce par espèce, j'explique au ministère à quel moment ça va poser un problème, puisqu'on ouvre la possibilité de la captivité pour des espèces et des individus qui n'existent pas en captivité. La preuve est faite dans cette affaire que j'avais raison. Je pense que le rapport doit caler les bureaux de certains fonctionnaires ou éviter de faire grincer les portes et les bloquer. Personne n'en a pris acte.
Et là, cette affaire-là, elle met en évidence qu'on a des gens de renom, parce qu'il y en a un qui est quand même l'écrivain d'un guide ornithologique qui fait référence dans le monde de l'ornithologie. On a un bagueur du Muséum d'histoire naturelle et on a une ribambelle d'intermédiaires qui blanchissent. Donc je prends un animal dans la nature, je lui mets un marquage quelconque, donc soit je vais le baguer au nid, soit l'animal va bénéficier d'un marquage d'un autre individu de la même espèce qui est mort et qui lui était légal, et on transfère le marquage, quand c'est une puce électronique par exemple, et donc l'animal illégal devient un animal légal. Enfin bref, c'est une très très grosse affaire hein, qui a commencé en 2017. Moi j'en ai été informé puisqu'on m'a demandé de donner des avis et des informations, et surtout j'ai remis un document à la police de l'environnement, quelques années avant, sur le commerce d'oiseaux en France. Ça s'appelait les raisons du trafic. Et j'explique exactement comment on blanchit une espèce. Comment l'administration fait des faux papiers, en le sachant ou sans le savoir, en tout cas par erreur. Comment on transforme un mâle en une femelle, comment on fait revivre des morts, comment on transforme des bagues, comment on les agrandit, comment on les rapetissit, comment on les modifie, etc. Et il y a un des agents qui m'a dit, dans cette affaire, on a trouvé la totalité de ce que tu nous as expliqué, on l'a trouvé dans ce dossier-là. Donc là, on a vraiment un gros dossier qui, pour la première fois, concerne de la faune européenne. À chaque fois qu'on a des histoires de trafic, c'est des histoires de trafic exotique. Quelle que soit l'affaire, les lions retrouvés sur les Champs-Élysées, les perroquets détenus illégalement à droite ou à gauche, on est sur des animaux exotiques, et ça fait tellement longtemps qu'on nous bassine sur la problématique du trafic qu'on a même une population qui finit par nous dire « oui, bon, on sait, il y a du trafic ». Là, c'est la faune européenne. C'est-à-dire qu'en fait, le contexte réglementaire qu'on a mis en place depuis 2006 et qui perdure encore aujourd'hui est un contexte qui permet à des gens de s'être infiltrés dans la faille et de créer du coup un cheptel captif illégal. Simplement, là, ils viennent de se faire rigoler. Ça va être intéressant au mois de janvier de voir comment cette affaire va être traitée.